Merci infiniment pour cette présentation, madame, et merci pour votre invitation. D'abord, vraiment toutes mes excuses pour mon absence physique parmi vous. Comme vous l'avez indiqué, j'aurais dû être parmi vous, mais je dois partir demain assez tôt en mission, et d'abord pour Paris, mais surtout pour la Guyane, et pour des territoires guyanais qui sont éloignés à plusieurs heures de pirogue de Cayenne. Et donc évidemment, tout ça me prend du temps. Et je n'ai pas pu donc venir ce soir. Vraiment tout à fait désolé, et puis je suis heureux de pouvoir quand même vous parler, et évidemment je resterai à votre disposition. Alors vous l'avez dit, vous avez fait une présentation très élogieuse et très complète de mon activité. Simplement dire que je suis effectivement professeur à l'université, que j'ai travaillé pendant des années à Clermont-Ferrand, en Grande-Bretagne, à Oxford, et puis aussi maintenant à Bayonne, et que je m'intéresse à la question de la violence politique au travers du droit, au travers des révolutions, au travers des régimes autoritaires et des régimes qui changent de régime, justement, des révolutions démocratiques. Et je le fais au travers d'un institut qui s'appelle l'Institut Louis Joinet. Alors vous avez très rapidement et très bien présenté les activités de l'Institut Joinet. Peut-être trois précisions qui nous tiennent à cœur. D'abord, parler de Louis Joinet. Louis Joinet, c'est le nom d'un magistrat français très important, qui a été non seulement un très grand magistrat, qui a été juge pour enfants, mais il a été aussi éducateur de rue, il a beaucoup travaillé pour les personnes défavorisées, et il s'est beaucoup intéressé aux droits de l'homme, et notamment aux personnes disparues. Et il est à l'origine de l'adoption d'une convention internationale pour la lutte contre les personnes disparues dans les dictatures. Et nous avons rendu, Louis Joinet nous a malheureusement quittés il y a quelques mois, et nous avons rendu hommage à Louis à l'Assemblée nationale, et je peux vous dire que il est venu des victimes du monde entier venir nous dire combien l'exemple de Joinet, combien l'action de Joinet avait permis leur libération. Alors il pouvait y avoir des anciens chefs d'État, il pouvait y avoir des anonymes, mais c'est un exemple qui nous tient vraiment beaucoup à cœur. Et c'est un exemple qui nous tient beaucoup à cœur, et c'est le deuxième point que je voulais évoquer sur l'Institut Joinet, parce qu'il m'arrive au fond deux qualités du juriste, deux qualités de ce que devrait être un juriste. La première qualité, c'est l'intelligence, la compétence, la capacité de connaître le droit, de réfléchir sur le droit, de penser un nouveau droit parfois, et Joinet a inventé des principes novateurs, on en parlera tout à l'heure en matière de droit, mais à côté de cette intelligence, je dirais, il y avait aussi un engagement. Et c'est notre grande qualité de Louis Joinet. Il a été sur le terrain, il a été dans les dictatures, il a été dans les prisons, il a été tenté de faire libérer des personnes. Il a été au fond au devant de ceux qui ont besoin du droit, et je dirais du droit, alors que le droit ne va pas souvent à leur rencontre. Considérer qu'être un juriste, c'est d'abord être un homme révolté, c'est d'abord refuser une certaine forme d'injustice, c'est s'engager dans une certaine forme d'humanité et de partage, et qu'on n'est pas juriste dans son bureau, devant ses livres, on est juriste quand on défend le droit là où il est attaqué, c'est-à-dire dans la plupart des États unis. Et donc on est très attaché à ça. Et l'Institut Joinet, finalement, c'est un institut qui a pour fonction de faire ce qu'on appelle pompeusement de la recherche-action. C'est-à-dire qu'on réfléchit sur le droit, on essaye de le faire évoluer, et on essaye de l'appliquer ou d'accompagner ceux qui sont chargés de l'appliquer sur les terrains de conflit, sur les terrains de violence. C'est parfois difficile, c'est parfois complexe. On est, par exemple, l'Institut Joinet, très impliqué en République centrafricaine, aux côtés des victimes des guerres civiles. On a mis en place un centre de prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles. On a déjà accueilli plus de 4000 personnes en 3 ans. On est également dans les territoires palestiniens pour soutenir les questions des réfugiés. On est dans beaucoup de territoires. On a été au Rwanda, on a été au Burundi, on a été là où les gens souffrent, et pour tenter d'apporter un peu notre pierre. Et c'est pour ça que demain je pars en Guyane dans une mission de soutien aux peuples autochtones, aux peuples amérindiens de Guyane, qui ont été fort maltraités il y a quelques années par les institutions coloniales françaises, et qui demandent aujourd'hui réparation et justice sur ce qu'ils ont subi. Alors, le thème de la conférence que je vais prononcer ce soir, vers quelques remarques, et puis on discutera, il est dans le titre, il est de la question de savoir au fond comment on peut juger des crimes commis par des autorités politiques, et comment on va les juger, quand est-ce qu'on va les juger. Alors, on a tous des exemples, le fameux procès de Nuremberg, et on se dit au fond, est-ce que le procès de Nuremberg, il n'a pas changé les choses? Et effectivement, on va voir que le procès de Nuremberg, alors après une longue étape, une longue succession d'étapes plutôt, et après un certain nombre de difficultés, ce procès de Nuremberg, il a permis au fond la mise en place
d'une nouvelle forme de justice, on en parlait tout à l'heure, c'est la justice transitionnelle. Alors qu'est-ce que c'est que la justice transitionnelle? Alors littéralement c'est la transition du mot anglais transitional justice, c'est-à-dire l'idée qu'on mette en place une justice spéciale qui accompagne le changement de régime, qui accompagne une transition. La justice transitionnelle, c'est une justice temporaire qu'on met en place, notamment, et on y reviendra à la fin d'une guerre, notamment à la fin d'une dictature, pour permettre de rétablir le droit. Et c'est devenu aujourd'hui un élément extrêmement important du droit, c'est devenu un élément extrêmement important de la vie politique, et je dirais c'est important parce que c'est pas que du droit. C'est pas que du droit, ça soulève des questions très importantes, ça soulève des questions philosophiques, ça soulève des questions morales, ça soulève aussi, je pense, des questions religieuses, c'est pour ça qu'on peut tout à fait en parler dans votre assemblée. Ça soulève une série de questions éthiques en matière de justice. Au fond, c'est une sorte de révolution dans la justice, et une révolution morale dans la justice. Alors, pour essayer de structurer un peu mon discours, et après je serai évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions, pour essayer de structurer mon discours, on va essayer de poser, au fond, 2 ou 3 grandes questions sur la justice transitionnelle. 4 questions. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on l'a mis en place? Comment ça fonctionne? Et quels sont ses avantages, mais aussi quelles sont ses limites? Parce que je crois que quand on est universitaire, on doit très vite tenter de déconstruire en partie, Bourdieu parlait de penser contre lui-même, on doit tenter de déconstruire en partie l'objet qu'on est en train d'étudier, sinon on va tomber dans une sorte de sacralisation de l'objet, et ça ne sera pas très scientifiquement acceptable. Alors première question, qu'est-ce que c'est que la justice transitionnelle? Littéralement, la justice transitionnelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est globalement une justice qui accompagne une transition. Globalement une justice qui accompagne une transition, ce qui veut dire que, globalement, c'est une justice exceptionnelle, parce qu'elle a jugé, elle intervient dans une période exceptionnelle, et c'est une justice temporaire, parce que elle n'a pas vocation à durer. Elle a vocation à accompagner un changement. Pensez et gardez peut-être toujours à l'idée et à l'image le tribunal militaire de Nuremberg, mis en place en 1945-46 pour juger les criminels de guerre nazis, et ensuite le tribunal de Tokyo, quelques mois après, pour juger les criminels de guerre japonais. Il s'agissait de juger les crimes exceptionnels commis pendant la guerre, et ce tribunal a cessé dès que son verdict a été rendu. Donc justice exceptionnelle, dans une période de transition, justice temporaire, généralement justice dérogatoire, on y reviendra tout à l'heure, justice dérogatoire, c'est-à-dire qu'on n'appliquera pas nécessairement le droit classique, le droit applicable, on appliquera parfois un droit spécial, parfois un droit adapté, parce que, au fond, et c'est ça qu'il faut que vous compreniez bien, ce qui commande la justice transitionnelle, c'est, comment dire, le caractère exceptionnel du contexte dans lequel elle se déroule. Tout s'explique par le fait de cet extraordinaire. Extraordinaire dans le moment, une dictature s'effondre, une démocratie se met en place, extraordinaire dans la violence. Généralement, les crimes que juge la justice transitionnelle sont des crimes extrêmement graves, des crimes de guerre, des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, et je dirais justice exceptionnelle à la fois par le moment, par les crimes, mais aussi par les moyens, parce qu'on va voir parfois qu'on va inventer des formes de justice qui n'existaient pas pour faire face à ce défi du jugement. Alors, à partir de là, on va se poser un certain nombre de questions. Première question, ce qu'il faut noter, c'est que la justice transitionnelle, c'est une justice, comment dire, pragmatique. Pragmatique parce qu'elle n'a pas été théorisée. Elle n'a pas été théorisée, elle n'a pas été pensée avant d'être appliquée. Au fond, on l'a créée au fur et à mesure. Au fur et à mesure des situations, des possibilités et des besoins. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'il n'y a pas d'unité globale dans la justice transitionnelle. Ce n'est pas une théorie parfaite. Il y a un juriste autrichien qui s'appelle Hans Kelsen, qui a écrit dans les années 30 un livre qui s'appelle Théorie pure du droit. Il parlait de la justice constitutionnelle, mais il n'y a jamais de théorie pure du droit de la justice transitionnelle. Ça a été inventé souvent pour faire face à une situation imprévisible, et puis parfois parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Il faut bien comprendre aussi que c'est une justice qui fait ce qu'elle peut, elle n'est pas totalement parfaite, loin s'en faut, elle a à faire face à des difficultés particulières. Alors si on essaye de faire
un historique de la justice transitionnelle, on pourrait dire au fond que la justice transitionnelle, en tant que réalité, en tant qu'objet, s'est construite en 3 étapes. Première étape, 1945, fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour la première fois au monde, on décide qu'il faut juger les criminels de guerre. On décide qu'il faut juger les criminels de guerre. On décide que les vaincus, les chefs de l'Allemagne nazie, non seulement doivent être punis en tant que vaincus, mais doivent être pénalement responsables des crimes qu'ils ont commis dans l'exercice de leurs fonctions. Alors c'est un peu une révolution. C'est d'instituer une responsabilité pénale des bourreaux, des chefs d'État, des donneurs d'ordre, etc., etc. Alors ce tribunal, vous savez, se met en place après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, avec difficulté. Les Soviétiques ne sont pas très favorables à cette proposition qui vient surtout des États-Unis. Les Soviétiques seraient favorables plutôt à des exécutions immédiates des criminels nazis. Ils acceptent de le faire et on a cette espèce d'invention d'un procès qui devient tout de suite un procès très particulier, qui va être médiatisé. Les Américains vont demander le film intégral du procès, et vont le confier d'ailleurs à un réalisateur de western, John Ford, qui va venir filmer le procès de Nuremberg. Il y a 8 juges, 2 Français, 2 Britanniques, 2 Américains et 2 Soviétiques, et on met en place un tribunal qui, pour la première fois, va juger les criminels de guerre, les criminels contre l'humanité. On parle encore à peine de génocide, un concept qui n'a pas été juridiquement inventé, en tout cas il est en train de l'être, et un certain nombre de condamnations à mort sont prononcées contre les criminels de guerre nazis, qui vont, au moins pour partie, être exécutés. Quelques mois plus tard, on remet en place un mécanisme similaire avec le tribunal pénal international de Tokyo, le tribunal militaire de Tokyo, qui a pour fonction de juger dans globalement les mêmes circonstances et les mêmes considérations les criminels de guerre japonais. C'est la première étape. Alors c'est une étape qui est à la fois totalement révolutionnaire, symboliquement qui est extraordinairement forte, mais qui va soulever très vite des questions. Et au fond, on va soulever plusieurs types de questions. Première question, on va dire, mais c'est une justice de vainqueurs. C'est une justice de vainqueurs parce que les vaincus sont jugés par les vainqueurs, ils sont condamnés, évidemment à raison compte tenu de l'intensité des crimes commis par les régimes dont il était question, mais les régimes qui les condamnent, les États qui ont envoyé des juges à Nuremberg, pourraient eux-mêmes être condamnés pour des activités comparables. La critique est faite au gouvernement américain d'avoir bombardé les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki, ce qui est incontestablement un crime de guerre, et un grave crime de guerre. La critique est faite aux Britanniques d'avoir bombardé la ville de Dresde dans des conditions tout à fait comparables de massacre de civils. La critique est faite évidemment au gouvernement français d'avoir, dans le cadre de la colonisation, et notamment le 8 mai 1945, procédé à des exécutions massives d'opposants et d'indépendantistes algériens. Et puis la critique est évidemment faite encore plus, si j'ose dire, à l'Union soviétique, qui est un régime totalitaire et qui compte déjà plusieurs millions de morts dans ces mécanismes répressifs. Donc première critique, on dit c'est pas très juste. Les vainqueurs jugent les vaincus, alors certes les vaincus méritent ce qu'ils ont, mais les juges seraient peut-être tout aussi coupables, en tout cas au moins aussi coupables que ceux qu'ils ont jugés, et apparaît l'idée d'une critique en disant c'est pas une justice, c'est pas une véritable justice, parce qu'elle ne s'applique qu'à ceux qui ont perdu et pas à ceux qui ont gagné. La deuxième critique qui est faite, alors elle vient principalement des soviétiques, qui consiste à dire mais c'est au fond une fausse justice, parce que tout le monde n'est pas jugé. Tout le monde n'est pas jugé. Certains criminels de guerre ont échappé au tribunal de Nuremberg, certains parce qu'ils étaient morts, Goebbels ou Hitler par exemple, d'autres parce qu'ils se sont enfuis, et parfois, il faut bien le dire, avec la complicité de réseaux liés au Vatican. Et puis, au Japon, les soviétiques sont encore plus mécontents, en disant l'empereur n'est pas jugé. L'empereur Hirohito, qui est le chef incontesté du Japon, n'est pas jugé pour des raisons politiques, parce qu'on ne veut pas déstabiliser le régime, parce que les Américains ne veulent pas voir les Soviétiques prendre le contrôle du Japon, et donc apparaît l'idée que c'est une justice à géométrie variable. Même dans ceux qui devraient être jugés, tout le monde ne l'est pas. Et donc le procès de Nuremberg, il est à la fois très spectaculaire. On peut penser par exemple, malheureusement la scène n'a pas été filmée, mais elle le raconte elle-même, à la future députée Marie-Paul Vaillant-Couturier, qui, revenant de Buchenwald et d'Auschwitz, témoigne avec une forme d'hypermnésie, vraiment fait un témoignage extraordinairement précis
des conditions de détention dans les camps de concentration nazis, et termine son témoignage en disant, bien, si j'ai été aussi précis, c'est parce que toute ma détention, j'ai pensé à me souvenir pour raconter. Je me suis dit que si jamais j'avais la chance d'en sortir, c'est moi qui viendrais parler au nom de tous ceux qui étaient morts. Et il y a une scène extraordinaire où Marie-Paul quitte la barre des témoins, et à un moment, il y a un procès américain, donc elle est assise, hein, elle se lève, elle quitte la barre des témoins, et à un moment, elle s'arrête devant les accusés. Elle fixe Hermann Göring, elle fixe les généraux nazis qui sont présents, et pendant quelques instants, elle va leur tenir tête. Et elle dira plus tard, j'ai fait ça pour leur dire qu'ils ne m'avaient pas tué et que nous étions encore vivants. Et je crois qu'il y a la force du procès, la force du droit, mais il y a aussi la force du symbole. Donc c'est Nuremberg et Tokyo, c'est des mécanismes qui sont au fond très novateurs, mais qui vont très vite s'effondrer. Ils vont très vite s'effondrer pour une raison très simple, c'est qu'on est en 47-48, apparaît la guerre froide, et là, il ne sera plus question pour l'ONU de pouvoir créer ce genre de tribunal. Les Soviétiques et ou les Américains, par l'intermédiaire du droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, s'opposeront à toute tentative de mise en place de justice pénale à l'endroit de criminels de guerre massifs. Le temps s'écoule, et il faut attendre les années 80 et 90 pour arriver à la deuxième étape du renouveau de cette forme de justice. Deuxième étape deuxième étape qui va permettre le retour de la justice transitionnelle. Alors elle se fait dans un contexte particulier, hein. C'est les années 80, c'est l'effondrement des dictatures en Union soviétique, dans l'Europe de l'Est, mais aussi dans à peu près tout le système latino-américain. Et la justice transitionnelle va renaître de deux manières, à deux endroits différents, sans qu'il y ait eu véritablement de concertation. Première renaissance qu'on va signaler, parce que chronologiquement c'est la deuxième, ce sont les années 90, c'est la guerre d'indépendance de la Yougoslavie. Alors vous savez que les 6 républiques qui constituent la Yougoslavie socialiste arrivent à un processus d'indépendance, que ce processus d'indépendance, comme souvent, débouche sur des affrontements armés. Ces affrontements armés sont extraordinairement violents, et les forces en présence commettent des crimes extrêmement graves, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, par l'assassinat massif des hommes, par le viol massif des femmes, par ce qu'on a appelé à l'époque le nettoyage ethnique, hein, la déportation massive de population, et se met en place, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, qui est un tribunal exactement calé sur le modèle de Nuremberg, qui va juger spécifiquement des crimes de guerre commis par les acteurs du conflit durant la guerre de Yougoslavie. Il est composé de magistrats extérieurs. Donc on fait renaître le tribunal de Nuremberg. Mais en même temps, dans l'autre partie du monde, de l'autre côté de l'océan, on va voir en Argentine apparaître une nouvelle forme de justice transitionnelle. Apparaître une nouvelle forme de justice transitionnelle. Alors, on est dans les années 80, 83, 84 en Argentine. La dictature militaire extrêmement sanglante disparaît. Elle est remplacée par un régime démocratique, mais les militaires cèdent le pouvoir, mais n'abandonnent pas toute position. Ils ont une capacité militaire, politique et sociale de nuisance qui fait, au fond, qu'ils vont négocier le changement de régime contre une amnistie. Contre une amnistie, en voulant dire, eh bien, écoutez, nous, on veut bien lâcher le pouvoir, on veut bien éventuellement même encourager la démocratisation, permettre des élections, mais on ne veut pas de répondre des crimes qu'on a commis pendant la dictature. Alors il s'inspire du modèle espagnol, puisque quelques années auparavant, en 1975 et en 1977, l'Espagne, quand elle sort du franquisme, adopte des lois d'amnistie de ce type. Les Argentins sont bien obligés, ceux qui étaient contre la dictature, de l'accepter, parce que je crois qu'ils n'avaient pas d'autre choix, mais pour autant, ils vont quand même tenter quelque chose. Ils vont quand même dire, alors effectivement, on ne peut pas juger ces militaires, mais pour autant, il faut quand même essayer d'un peu de faire face à ce qui s'est passé, et notamment de faire face à une pratique de la dictature argentine qui consiste au fond à éliminer les opposants, non pas par une exécution publique, mais par une disparition. Les forces de sécurité enlèvent un opposant, généralement d'ailleurs le font dans des tenues un peu civiles, un peu camouflées. La personne est mise dans une voiture, elle est emmenée et on ne la retrouve plus.
On ne la retrouve plus, elle est généralement jetée dans la mer, lestée de lourds parpaings pour qu'elle se noie, ou elle est enterrée dans des fosses communes, ou mise dans des blocs de béton, et on les retrouve. Et ce sont des disparus, et le discours du gouvernement argentin est de dire, mais nous ne savons pas où ils sont passés. C'est pas nous qui les avons tués, nous ne savons pas où ils sont passés, ils sont sûrement partis. Et vous avez des familles qui, au fond, souffrent d'un double traumatisme. Le traumatisme de la perte d'un membre de leur famille, mais aussi le traumatisme de ne pas savoir ce que ce membre est devenu, ne pas pouvoir, pour reprendre une expression aujourd'hui un peu régulièrement utilisée, faire son deuil. Et donc, les Argentins vont dire, puisqu'on ne peut pas juger les militaires, on va au moins tenter de savoir où sont passées les victimes, et ils mettent en place une commission qui s'appelle la CONADEP, la commission d'enquête sur les personnes disparues, et cette CONADEP va rendre un rapport qui s'appelle Donde Están, où sont-ils, et elle va recenser pratiquement tous les cas de disparition. Elle est composée de juges, mais aussi elle est composée d'historiens, de sociologues, elle est composée de psychologues, elle est composée, au fond, de toutes les sciences sociales qui peuvent collaborer à la recherche de la vérité. Et le rapport va parler des victimes. Mais parlant des victimes, il est en quelque sorte une dénonciation indirecte publique de la dictature. Les dictateurs ne sont pas condamnés, mais ils sont pointés du doigt. Ils sont désignés. Et apparaît ici, de manière, je dirais presque accidentelle, parce que il n'y a pas moyen de faire autrement, à l'époque en Argentine, un deuxième mécanisme de justice transitionnelle qui ne juge pas, mais qui dénonce. Et qui donne la vérité. Donc ça, c'est les années 80-90. Et puis, troisième temps de la justice transitionnelle, à partir des années 95, on va avoir une véritable explosion de la justice transitionnelle qui va se développer partout dans le monde. D'abord parce que les dictatures tombent, un peu partout, et parce qu'on va mettre en place des instances de justice transitionnelle, et d'ailleurs on va reprendre le diptyque des années 90. On va mettre en place d'un côté des tribunaux. On va créer le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, je l'ai dit, mais en 96, on va créer le tribunal pénal, 95, le tribunal pénal spécial pour le Rwanda, puis on va mettre en place des juridictions pénales spécialisées, et puis en 2002, on va créer la Cour pénale internationale, qui peut avoir le mandat de juger toute personne qui a commis des graves crimes, des graves violations des droits de l'homme, généralement sous le triptyque crime de guerre, crime contre l'humanité, crime de génocide. Donc se met en place un système pénal international qui devient un système permanent à partir de 2002. C'est une révolution incroyable. C'est une révolution incroyable. Avant la Cour pénale internationale, avant la justice traditionnelle, généralement il y avait une sorte de boutade qui courait dans les ambassades, dans les milieux de l'ONU. On disait, quand une personne tue une autre personne, elle va en prison. Quand une personne tue une dizaine de personnes, on le met à l'asile. Et quand une personne tue plusieurs centaines de milliers de personnes, on organise une conférence internationale pour arrêter la situation. Et donc cette impunité-là, elle disparaît. En tout cas, se met en place des structures permanentes. Et on voit bien le long cheminement entre Nuremberg et la création de la Cour pénale internationale qui siège aujourd'hui à La Haye. De l'autre côté, les commissions vérité, ces commissions nées en Argentine, dont on pensait qu'elles étaient une espèce d'accident, vont se reproduire. Alors elles vont se reproduire principalement en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, ça va être un moment formidable de la justice transitionnelle, puisque en Afrique du Sud, en 1995, c'est la chute de l'apartheid, c'est la chute du régime raciste blanc, c'est l'arrivée au pouvoir de l'African National Congress, de l'ANC dirigée par Nelson Mandela, c'est le passage à la démocratisation. Et ce passage, il est compliqué. Mandela sort de prison en 90, les lois anti-apartheid commencent à être appliquées, à être abrogées à partir de 91, mais je dirais que cette libération rapide du système va provoquer des vagues de violence. Vagues de violence, pourquoi? Parce que la population noire veut obtenir une partie de droits de subsistance. Vous savez que l'apartheid n'était pas uniquement politique, il est aussi économique. Les Noirs peuvent désormais sortir de leur township, ils peuvent acheter des armes, et ils comptent bien s'en servir pour récupérer des conditions de vie plus décentes face aux Blancs. Et puis, des divisions très fortes apparaissent, généralement d'ailleurs entretenues par les services secrets blancs, sud-africains, venant pousser les communautés bantoues et l'Inkatha Zulu à des affrontements très violents. Et donc, dans les années 92-93,
on a un état d'urgence extrêmement radical, il y a plus de morts à cette époque-là dans tout l'apartheid, et les policiers blancs, au fond, vont voir le président Mandela et vont lui dire, écoutez, vous avez prévu d'organiser des élections, vous ne pouvez pas organiser des élections si on ne vous aide pas. Si les policiers ne vous aident pas à organiser des élections. Et donc, pour qu'on vous aide, on veut une amnistie générale de nos crimes. Mandela répond, elle est très importante, et que toute la construction de la transition sud-africaine se base sur une idée de réconciliation. Et donc, pour essayer de sortir de ce dilemme, il va créer une commission qui s'appelle la commission Vérité et Réconciliation. Alors, il va confier sa direction à un homme extraordinaire, l'archevêque Monseigneur Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, qui s'est beaucoup engagé contre l'apartheid. Et au fond, le mécanisme de la commission, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais retenons l'essentiel. Le mécanisme de la commission, c'est de dire, vous serez amnistié si vous venez raconter vos crimes et si vous demandez pardon aux victimes. Un peu le mécanisme, au fond, de la confession. Nous vous donnerons une forme d'absolution juridique, mais encore faut-il la demander. Faut-il nous dire la vérité? Et faut-il raconter et regretter ce qui s'est passé, et si vous le pouvez, présenter des excuses aux victimes. Et si vous ne le faites pas, ou si la commission estime que votre repentir ou votre récit n'est pas complet, vous pouvez être jugé par un crime. Alors, nous présenter comme ça, c'est extrêmement intéressant. Sauf que, dans la réalité, c'est plus compliqué. Dans la réalité, c'est plus compliqué parce que la menace d'un tribunal, elle est une menace très théorique. Les juges en Afrique du Sud, dans les années 95, c'est des blancs. Et les blancs ne condamneront pas les blancs. Donc, de ce point de vue-là, le risque n'est pas très grand. Et puis quand même, c'est une forme d'impunité. C'est une forme d'impunité parce que on va venir donner une forme d'amnistie à des gens qui ne la méritent pas. Sous prétexte qu'ils vont raconter ce qu'ils ont fait parfois des choses ignobles, eh bien, ils vont pouvoir obtenir une réparation, une forme d'absolution. Alors c'est critiqué, mais en même temps, on va s'apercevoir que ce système, au fond, il échappe à ses organisateurs, il va produire des effets que personne n'avait attendus. D'abord parce que il va être extraordinairement suivi dans la société sud-africaine. Les audiences vont être systématiquement retransmises à la télévision, à la radio, et tout le monde va écouter. Et tout le monde va entendre, blanc comme noir, ce que l'apartheid a fait. Et plus aucun blanc ne pourra venir dire « je ne savais pas ». Aucun blanc ne pourra venir dire « il ne s'est rien passé ». Et au fond, on va s'apercevoir que ce processus, en grande partie du fait de l'extraordinaire présence de Monseigneur Tutu, l'extraordinaire présence aussi d'Alex Boraine, qui est le vice-président de la commission, ce processus, qui est un processus d'amnistie un peu déguisé et presque un petit peu honteux, va devenir une espèce de processus, et je choisis les mots exprès, de rédemption globale d'une société. De reconfiguration d'une société, une sorte de, si on est croyant, de confession globale, de rédemption, et si on est moins croyant, une sorte de psychanalyse globale de la société. Et que si les victimes se sentent trahies par ce processus, et ça sera le cas, la société, elle sera, j'exagère un peu, mais guérie par le processus. Et on va voir donc déjà que se développent à partir des années 2000, de manière radicalement importante, deux mécanismes de justice transitionnelle, la justice transitionnelle qui juge, qui condamne pénalement les auteurs, et la justice transitionnelle qui ne condamne pas les auteurs, mais qui, au fond, dénonce les dictatures et propose des mesures pour changer le système. Alors, pendant longtemps, ces deux systèmes vont être en opposition. C'est l'un ou l'autre. La logique, c'est, on fait une commission, on ne peut pas faire de tribunal. Et puis, progressivement, à partir des années 2000, on va voir que les deux systèmes s'interpénètrent. On va créer en même temps une commission et un tribunal. C'est le premier État qui va le faire, c'est la Sierra Leone, puis d'autres États vont le faire. Moi, je travaille aussi beaucoup en ce moment en République centrafricaine, et j'accompagne la création d'une commission vérité et réconciliation qui fonctionne parallèlement à une cour pénale spéciale mise en place
en partie par les juristes, par le gouvernement de République centrafricaine, mais aussi par les Nations Unies et par l'Union européenne. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on tente de mettre en place les deux systèmes, de cumuler les deux systèmes, la justice qui condamne, la justice qui, au fond, analyse, qui décrit, qui donne la vérité, et qui reconstruit. Alors c'est évidemment aujourd'hui le point où on en est. Simplement, ce point, il est à la fois très satisfaisant. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples dans le monde et dans l'histoire du droit de justice qui a autant et aussi rapidement développé. Qui s'est autant et aussi rapidement développé. Moi, quand j'étais étudiant dans les années 80, la justice transitionnelle, ça n'existait pas. Quand j'ai fini mon doctorat en 87, la justice transitionnelle, ça n'existait pratiquement pas. Et en 91, pardon, ça n'existait pratiquement pas. On parlait un peu de l'Afrique du Sud qui allait venir, on parlait un peu de l'Argentine. Et puis, depuis 30 ans, la justice transitionnelle est devenue aujourd'hui un élément totalement incontournable qu'on retrouve partout. Et je dirais même, on la retrouve dans des endroits où on ne pensait pas la trouver. Parce que si on fait aujourd'hui le bilan des endroits où on trouve de la justice transitionnelle, je dis des endroits, je ne parle pas évidemment, vous l'avez compris, de géographie, je parle de contexte. Si on fait le bilan des contextes où la justice transitionnelle se met en place, eh bien, ces contextes sont très variés. Il y a évidemment le contexte de la fin de la guerre. Le modèle Nuremberg, une guerre s'arrête, on va juger les crimes commis pendant cette guerre. C'est le système qui s'est par exemple mis en place en Yougoslavie. C'est le système qui se met en place aussi, qui tente de se mettre en place en République démocratique du Congo. Alors, deuxième contexte très classique, c'est la commission d'un génocide. Un génocide est commis, les génocidaires sont arrêtés, sont mis hors d'état de nuire, on va mettre en place des tribunaux pour juger le génocide. C'est le cas évidemment du Rwanda, tribunal pénal international pour le Rwanda en 1995, qui fait suite au terrible génocide des Tutsis et des Hutus modérés commis entre avril et juillet 1994 au Rwanda, qui a coûté plus d'1 million de morts. Sortie de violence, sortie de guerre, génocide, sortie de dictature. Troisième point. Troisième moment classique de la justice traditionnelle, une dictature s'effondre, eh bien on va juger les anciens dictateurs pour d'abord faire payer les crimes, et puis pour faire justice aux victimes. Ça c'est assez classique. Mais aujourd'hui sont apparues deux autres situations dans lesquelles on utilise la justice traditionnelle, et c'est assez intéressant. Quatrième situation, c'est la situation d'un régime autoritaire qui se transforme, mais qui ne change pas. L'exemple classique, c'est le Maroc. À la mort du roi Hassan II, son fils Mohamed VI considère que le Maroc est un État beaucoup trop répressif, il n'a pas tort, qu'on y pratique systématiquement la torture et l'emprisonnement politique, et Mohamed VI veut en fait, globalement, changer la royauté pour la sauver. Maintenir la royauté pour la sauver, et donc on maintient le système de la monarchie chérifienne, mais on va mettre en place une commission vérité pour juger des crimes commis à l'époque de Hassan II, et on va la faire présider par une ancienne victime. Et c'est un peu un paradoxe. Le système va avoir une forme de continuité autoritaire atténuée, mais on va quand même juger les pratiques du passé. On va quand même juger les pratiques du passé. La dictature va s'auto-réformer. Alors, on parle du roi du Maroc de 2012, on pourrait évidemment parler de la situation espagnole des années 75, où le système franquiste s'auto-transforme en démocratie avec les mêmes acteurs. Il ne faut jamais oublier que le roi Juan Carlos, avant d'être un escroc indélicat et obligé de quitter son pays pour la corruption, est comme un monarque qui a été nommé par l'ancien dictateur. Alors évidemment, il contribue à la transformation du régime. On peut trouver des aspects très positifs au règne de Juan Carlos, mais Juan Carlos, c'est ni plus ni moins qu'un monarque nommé par un dictateur pour faire évoluer la dictature. Donc, on a ce cas-là où, dans ces auto-transformations de dictature en régime un peu plus présentable, on va utiliser la justice transitionnelle comme un mécanisme d'auto-transformation. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que si on prend l'exemple du Maroc, évidemment, on pourrait se dire, mais c'est que de la poudre aux yeux. On fait semblant de faire de la justice traditionnelle parce qu'on fait semblant de changer de régime. Alors, c'est pas complètement faux, on fait un peu semblant de changer de régime, mais en même temps, la justice, elle a fonctionné.
l'instance équité et réconciliation marocaine, elle a dénoncé de manière extrêmement forte, extrêmement claire, extrêmement radicale, les crimes commis à l'époque de Hassan. Donc on voit que se met en place une justice, au fond, sans véritable révolution, sans véritable transition. Et puis la dernière évolution, alors elle est extrêmement intéressante, ce qui m'amène d'ailleurs à ne pas être avec nous ce soir, et à partir dès demain pour la jungle amazonienne, c'est des mécanismes de justice transitionnelle qui se mettent en place dans un État démocratique pour juger des crimes commis par un État démocratique. Comme si, au fond, la justice transitionnelle servait de moyen d'apurer les crimes des démocraties pour les rendre, pardonnez-moi cette image un peu rapide, un peu plus démocratiques. Alors, quelques exemples. Quelques exemples de systèmes qui vont mettre en place des systèmes de justice transitionnelle alors qu'ils ne sont pas des dictatures. Le Maroc de Hassan II, c'est une dictature. Mais il y a des États qui ne sont pas des dictatures, qui mettent en place des mécanismes de justice transitionnelle pour en quelque sorte juger leur histoire. Premier exemple, le Canada. Le Canada et à côté du Canada, l'ensemble des peuples autochtones. Alors, les peuples autochtones, qu'est-ce que c'est? Ce sont l'ensemble des peuples premiers, des peuples qui originellement vont peupler des territoires et dont les droits ont été spoilés par des communautés colonisantes qui sont arrivées, qui ont pris le contrôle du territoire, qui généralement rejettent ces peuples autochtones, qui par ailleurs se caractérisent par un mode de vie, par des règles, par une cosmogonie, par une relation au monde totalement différente. Ce sont les Indiens, les tribus des nations premières du Canada, ce sont les Samis de Finlande, de Norvège et de Suède, ce sont les Pygmées en Afrique, ce sont les Amérindiens dans la jungle amazonienne, bref, et il y a plusieurs milliers de peuples comme ça, il y a même des peuples qu'on appelle des peuples non contactés, c'est-à-dire des peuples qui n'ont jamais rencontré d'occidentaux. Et ces peuples, ils ont subi pendant la période de leur découverte, au fond, certainement le plus, alors je mets des guillemets à génocide, mais le plus effroyable, et je ne mets aucun guillemet effroyable, massacre que l'humanité a connu. On peut considérer que depuis la conquête coloniale, les conquêtes coloniales, qu'elles soient internes ou extérieures, plus de 90% des populations autochtones ont disparu. Entre 1492, le jour où Christophe Colomb met le pied sur l'île d'Hispaniola, et 30 ans après, 90% de la population autochtone est morte. Alors elle n'est pas morte exclusivement par les massacres, elle est morte par les maladies qui ont amené les morts, elle est morte par une forme de contamination, mais elles disparaissent. Et aujourd'hui, apparaissent dans les démocraties des commissions vérité, des mécanismes de justice transitionnelle pour tenter de redonner leurs droits aux communautés autochtones. Alors, quelques exemples rapides, hein, parce que c'est un sujet sur lequel je ne pourrais que trop m'étendre, hein, mon sujet de réflexion actuelle. Le Canada, je le disais tout à l'heure, dans les années 2010, on va mettre en place une commission pour étudier le statut des enfants amérindiens qui ont été placés de force dans des pensionnats chrétiens, catholiques ou protestants, selon qu'il s'agisse du Québec ou des provinces anglophones. Et dans ces pensionnats, les Amérindiens y ont été particulièrement maltraités, d'abord de manière directe par le fait qu'ils ont été la plupart, enfin, très fréquemment victimes de violences sexuelles, et par le chiffre considérable de violences sexuelles commises à l'endroit de ces enfants. Ils ont été généralement fort mal nourris, fort mal soignés. On découvre aujourd'hui sur des territoires des anciens pensionnats des fosses communes, des charniers d'enfants qui n'ont pas été soignés ou qui n'ont pas été assez nourris. Et puis de toute manière, même ceux qui ont échappé au viol ou à la mort se plaignent d'une violence culturelle. On les a élevés dans la haine de leur identité, dans la haine de leur couleur, dans la haine de leur tradition, dans la haine de leur langue, pour leur inculquer des nouveaux codes sociaux et pour inculquer des nouvelles religions, des nouvelles langues, etc., etc. Ces pratiques ont été extrêmement dommageables pour les communautés amérindiennes en tant que telles, mais elles ont été extrêmement dommageables pour les Amérindiens, qui souvent y ont développé des formes de traumatisme, d'acculturation, etc., liées à l'alcoolisme, à la violence, etc., etc. Au Canada, la commission se réunit et elle dénonce ce scandale, et c'est un choc énorme. Et on sera repris très vite aux États-Unis,
l'État du Maine va mettre en place une commission vérité pour la protection des Indiens Abénaquis, ou plus exactement des enfants Abénaquis, qui étaient placés 70 fois plus que les enfants blancs dans des mécanismes, dans des foyers où on les retirait de leurs parents. C'est le cas également de l'Australie avec les populations aborigènes, c'est le cas de la Nouvelle-Zélande avec les populations maoris qui obtiennent satisfaction de leurs droits dans les années 70-80 par l'application du traité de Waitangi qui avait été signé entre la reine Victoria et les chefs maoris au moment de la conquête britannique. C'est le cas pour les populations Sami, ce qu'on appelle, qui était appelé auparavant les Lapons, ces populations qui on trouve en Norvège, en Suède et en Finlande, viennent obtenir également réparation, restitution de leurs objets traditionnels, réparation sur leur langue, pour leur religion, car ils avaient été placés notamment dans des pensionnats protestants de manière extrêmement forte. Et on a aujourd'hui une justice transitionnelle dans les démocraties à l'endroit des peuples autochtones qui est extrêmement forte, qui est extrêmement importante, et qui aboutit à des concepts très déstabilisateurs, hein, puisque la commission canadienne a tranché en disant il s'agit d'un génocide culturel. Le mot était utilisé, il a été utilisé aux États-Unis, il a été utilisé également dans d'autres territoires. Il a été repris par beaucoup d'auteurs en disant oui, on a voulu faire disparaître une culture, hein, c'était le fameux slogan on va sauver l'homme en tuant l'Indien, et fort récemment le Premier ministre canadien Trudeau a reconnu l'intensité du génocide et le pape François a fort courageusement venu présenter ses excuses de l'Église catholique, notamment à l'endroit des peuples amérindiens. Donc première catégorie de personnes qui peuvent obtenir l'utilisation de la justice transitionnelle dans des démocraties sans que le caractère démocratique, je dirais globalement démocratique, de l'État dont il est question soit remis en cause, ce sont les peuples autochtones. Et je disais tout à l'heure que si je ne suis pas avec vous, c'est parce que va se passer, je suis en train j'ai été missionné par les autorités guyanaises pour travailler sur cette question, une question qui est assez proche de la question canadienne, puisque plus de 3000 enfants amérindiens en Guyane française ont été intégrés de force, en tout cas sans qu'on leur ait beaucoup demandé leur avis, dans des pensionnats chrétiens qui ont pratiqué au fond, peut-être pas heureusement les formes de violence sexuelle que l'on sait, même si pour l'instant rien n'est élucidé, mais en tout cas des formes de violence culturelle très fortes par l'alphabétisation, la christianisation et l'occidentalisation de ces populations. Donc première catégorie. Deuxième catégorie, alors c'est assez intéressant, c'est les catégories sociales. Certaines formes de violence sociale font l'objet aujourd'hui dans les démocraties de mécanismes de justice transitionnelle. Deux exemples. Premier exemple, les violences sociales nées de grèves particulièrement importantes. Deux exemples qui sont très récents, puisqu'ils datent l'un de 2014, l'autre de 2021-2022. La Grande-Bretagne et la France ont connu, l'une en 1948, la France, l'autre en 1984, la Grande-Bretagne, des grèves massives de la profession des mineurs. Ceux qui travaillaient dans les mines, les mineurs français se mettent en grève contre la réforme de leur statut en 1948, hein, près de 300 000 mineurs sont en grève, et les mineurs britanniques, on connaît tous cette longue grève des mineurs britanniques, qui a donné lieu à tant de films magnifiques, je pense à Billy Elliot, je pense à Virtuose, je pense à Pride récemment, se mettent en grève un an pour lutter contre la fermeture des mines décidée par le gouvernement de Margaret Thatcher. Ces grèves deviennent très vite des grèves qui vont au-delà des grèves, qui vont au-delà du conflit social, puisque la France en 1948, parlant de grève insurrectionnelle manipulée par Moscou, envoie plus de 60 000 soldats dans les corons, avec une répression extrêmement forte, plusieurs morts, énormément de blessés, énormément de mineurs condamnés et déchus de leur grade militaire ou de leur nationalité. Et en Grande-Bretagne, le conflit d'une extrême violence sociale, puisqu'au fond, le gouvernement de Margaret Thatcher parle de l'ennemi de l'intérieur, parle de guerre civile larvée, et les mineurs britanniques font l'objet de sanctions sociales, pénales. C'est le fameux épisode où, par exemple, l'administration Thatcher coupe les allocations familiales aux enfants des mineurs et interdit la distribution de lait dans le cadre des programmes mis en place dans l'école britannique. Ça a causé un traumatisme. Dans les deux cas, les mineurs ont perdu, la défaite a été totale, mais en 2014, le Parlement français a voté une loi réhabilitant les mineurs grévistes.
restituant leur grade militaire. Ils avaient été destitués de leur grade militaire alors que ces grades avaient généralement été acquis dans la résistance française, restituant une indemnisation pour les dommages perdus et demandant à ce que l'histoire des grèves soit désormais enseignée à l'école. Et pour célébrer cette forme de manière symbolique, le mineur le plus emblématique de ce mouvement de réhabilitation, Norbert Gilmé, un vieux monsieur, il est mort il y a quelques semaines, il y a plus de 100 ans, et qui a passé sa vie à tenter d'obtenir la réhabilitation, est décoré par François Hollande dans l'ordre de la Légion d'honneur au nom de la corporation minière de son sang. C'est un mécanisme de justice traditionnelle. Et c'est un mécanisme de justice traditionnelle qui déroge au droit français parce qu'on ne pouvait pas le faire. Et puis, en 2022, en 2021, pardon, et sur un peu l'exemple des Français, les Britanniques, plus exactement les Écossais, ont mis en place une commission présidée par John Scott, qui est un avocat de Glasgow, une commission chargée de travailler sur le traumatisme subi par les familles de grévistes et qui vient d'aboutir au vote d'une loi d'amnistie pour les sanctions pénales prononcées à l'époque de Margaret Thatcher contre les grévistes. Donc on voit que là encore, dans des conflits sociaux d'une extraordinaire intensité, qui ont une dimension sociétale, qui peuvent avoir des conséquences de la disparition de communautés entières, imaginez l'impact des désindustrialisations sur certains territoires, eh bien on va là encore évoquer la justice traditionnelle, et ceux qui ont été les plus loin conceptuellement, ce sont les Argentins qui ont tenté de construire, et qui arrivent relativement bien, le concept juridique de génocide économique. Donc, c'est extrêmement, là encore, intéressant. Donc, premier cas, c'est le cas des violences faites aux autochtones. Deuxième cas, c'est le cas des violences sociales. Et troisième cas, je dirais, c'est un cas qui, à mon avis, est le cas du XXIe siècle. Qui va transcender la justice transitionnelle, en tout cas qui va la traverser, la bouleverser, c'est le cas des violences sexuelles. Les violences sexuelles sont un mal ancien, extraordinairement développé, et dont on commence à mesurer l'intensité. Alors, trois événements qui nous permettent, ça et là, border un peu cette prise de conscience et cette tentative de construction d'un mécanisme spécifique, c'est l'idée, d'abord, la première chose qu'on peut noter, en matière de violence sociale, de repères, c'est l'action du docteur, et je ne sais pas si vous connaissez cet homme, en tout point remarquable, Denis Mukwege, qui est prix Nobel de la paix 2018, qui est connu par un film qui s'appelle L'homme qui répare les femmes, qui est un gynécologue congolais qui a mis en place un mécanisme de prise en charge des femmes victimes de viols de guerre. Le viol de guerre, c'est des pratiques monstrueuses quantitativement et quantitativement en République démocratique du Congo, qui est un des théâtres d'opération les pires qu'on puisse imaginer, près de 6 millions de morts dans la zone du Kivu, qui trouve son origine dans le conflit rwandais, dans la violence entre les Hutus contre les Tutsis. Denis Mukwege crée un hôpital qui va proposer la prise en charge médicale, psychologique, sociale, mais aussi juridique des femmes victimes de violences sexuelles. Et sur son impulsion, et je suis de dire très fier de considérer que l'Institut Jouannet travaille avec le docteur Mukwege qui nous a confié la tâche de créer un centre équivalent en République centrafricaine, sous son impulsion, le viol de guerre, le viol commis en temps de guerre, est considéré en tant que tel comme une arme de guerre, et donc est traité désormais par les juridictions internationales de crimes de guerre, toujours été le cas, mais c'est encore plus fort aujourd'hui, de crimes contre l'humanité. C'était le cas notamment de décisions prises par le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, et voire de crimes de génocide dans l'affaire Akayesu rendue par le tribunal pénal pour le Rwanda. Donc il y a, premier exemple, grâce à l'action du docteur Mukwege, se développe une législation qui considère que le viol de guerre devient en tant que tel constitutif d'un génocide. Deuxième exemple, déstabilisant, il faut parfois regarder la vérité en face, c'est l'exemple des églises. Les églises dans le monde ont été frappées par des scandales sexuels extraordinairement importants. Elles ont concerné l'ensemble du monde croyant, des chrétiens, des catholiques, des protestants, etc. Et elles ont abouti à la mise en place de commissions d'enquête, généralement d'ailleurs fort courageusement mises en place par les églises, pour statuer sur ces crimes. Et il y a eu en France la CIAZ, la commission d'investigation sur les violences sexuelles commises dans l'Église,
présidée par Jean-Marc Sauvé, hein, ancien vice-président du Conseil d'État, ancien séminariste, ancien élève des écoles chrétiennes, et la commission Sauvé, qui a travaillé comme une commission vérité, avec la même rigueur et avec la même force, a auditionné des victimes, a entendu des récits, et aujourd'hui Sauvé parle de la grande armée des victimes de violences sexuelles. Sa commission avance le chiffre de 330 000 victimes. Alors ce chiffre a été contesté quant à ses méthodes d'évaluation, mais ce qui est certain, c'est que, au fond, cette violence-là, elle est importante. Elle touche l'Église, mais elle peut toucher l'école, elle peut toucher le sport, elle peut toucher, au fond, l'humanité entière, tant l'humanité est marquée par la domination patriarcale des hommes sur les femmes. Et le troisième événement qui doit nous interroger, et qui, à mon sens, peut être rattaché à la justice transitionnelle, c'est le fameux hashtag MeToo. Vous vous souvenez de l'époque du scandale de Feinstein aux États-Unis, cette mobilisation globale et planétaire des femmes pour lutter contre la violence dont elles sont victimes, et ce hashtag qui venait dire, au fond, toutes les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles doivent le raconter dans un Twitter. Alors, des millions de femmes, on parle. Et très souvent, on a dit, mais c'est pas du droit, c'est des accusations sans preuve, c'est une sorte de tribunal populaire. Mais on s'est trompé. Il ne s'agissait pas d'un tribunal. Il s'agissait d'une commission vérité électronique, dans laquelle les victimes ne demandent pas la condamnation pénale des bourreaux, dans lequel les victimes viennent dire ce qui s'est passé. Et le nombre des victimes montre que la violence est incontestable. Et que, vraisemblablement, la grande mission de la justice transitionnelle, c'est de pouvoir faire face à cette violence. Et c'est d'autant plus important que cette violence, elle concerne tout le monde. Les pays en guerre contre les pays en paix, les pays du Nord comme les pays du Sud, les pays développés comme les pays économiquement plus faibles. Cette violence, elle touche tous les milieux. Et cette violence, surtout, elle renvoie à un autre bien fondé de la justice transitionnelle, c'est au fond, pourquoi a-t-on mis en place ces mécanismes? Pourquoi a-t-on mis en place la SIAZ? Pourquoi a-t-on mis en place ce hashtag MeToo? Tout simplement parce que dans ce domaine-là, le droit n'est pas capable de faire plus. Les chiffres, ils sont clairs. Sur 100 viols commis en France, un seul aboutira à la condamnation pénale du violeur. Quand un crime sur 100 est jugé et condamné, on est dans un système d'impunité. D'impunité non pas parce que les juges ne sont pas compétents, non pas parce que les juges sont complices, mais tout simplement parce que certaines formes de crimes échappent au mécanisme du procès. Échappent à la logique du procès, parce que pour qu'il y ait viol et condamnation pénale, il faut le prouver. Et la preuve est extraordinairement difficile à faire dans une société qui a souvent tendance à considérer que la victime porte une part de responsabilité, et le viol est quand même ce crime particulier qui fait que dès qu'une victime parle, on va immédiatement se poser la question de savoir comment était-elle habillée et quelle part de responsabilité elle peut avoir, ce qui n'est le cas dans aucun autre crime. Personne ne dit quand une personne est volée, mais est-ce qu'elle avait de l'argent? Est-ce que son argent était visible? Donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fond, de Nuremberg à aujourd'hui, se crée une véritable révolution du droit, une révolution qui fait que le droit devient un instrument de plus en plus intéressant et de plus en plus performant pour juger face à des crimes qu'on ne savait pas juger auparavant. Les crimes de masse, les crimes d'une extrême violence, les crimes d'une brutalité totale. Alors, si on devait essayer d'avancer, de conclure un peu sur cet exposé un peu long, ça serait quand même de dire aujourd'hui que si le bilan est positif, il doit quand même être nuancé. Il doit quand même être nuancé, pourquoi? Je dirais qu'il doit quand même être nuancé pour 3 raisons. Première raison, la justice transitionnelle peut être parfois instrumentalisée. Il ne suffit pas de mettre en place un tribunal. Il ne suffit pas de mettre en place une commission vérité pour qu'elle fonctionne. Parfois d'ailleurs, comment dirais-je, parfois d'ailleurs, certaines commissions vérité ont pour objet strict de faire semblant de fonctionner, pour faire croire que le régime est démocratique, où elles fonctionnent de manière différente. Elles ne jugent que certaines catégories de personnes, où elles organisent l'impunité. Donc, je dirais, la justice transitionnelle, c'est pas nécessairement une science exacte. C'est pas nécessairement une science exacte. C'est d'abord une science qui est parfois sujet aux pressions, à la violence politique, au détournement politique. Et donc, il faut être vigilant là-dessus, parce que la justice traditionnelle, parfois, elle peut être injuste.
elle peut être organisée de manière injuste. Deuxième limite, qui est importante, c'est que la justice transitionnelle, parfois, elle est, comment dirais-je, certains États peuvent y échapper. J'ai parlé de la Cour pénale internationale tout à l'heure. Pour être jugé devant la Cour pénale internationale, il faut avoir signé le traité, signé à Rome en 98, le statut de Rome. Si vous ne l'avez pas fait, il y a fort peu de chances que vous risquiez d'aller devant la Cour pénale internationale. Des exemples de pays qui n'ont pas cité et qui n'ont pas signé le traité, c'est d'abord les États-Unis. Les États-Unis, la Chine n'ont pas signé le traité constitutif de la Cour pénale internationale. La Chine, sauf évidemment si ces crimes sont commis dans le territoire d'un État qui a co-signé. Mais là encore, comment imposer aux États-Unis de venir passer devant la Cour pénale internationale? C'est ce que dit en permanence les Palestiniens qui disent mais la Cour pénale sera véritablement une juridiction le jour où Israël pourra être jugé comme les Palestiniens. Donc, deuxième risque, c'est que parfois, c'est une justice à deux vitesses. Et puis, troisième risque, sur lequel je voudrais conclure, et qui est à mon avis le risque le plus, je dirais, le plus intéressant et le plus philosophiquement complexe. La justice transitionnelle, au fond, elle a deux fonctions. Une fonction de punition. Il faut punir les criminels. Et il faut punir les criminels parce que c'est bien, parce que c'est juste, parce que c'est moral. Il n'est pas acceptable que l'auteur d'un crime, et surtout un crime de génocide, un crime de guerre, puisse échapper à son chef. On ne construit pas une société sur l'impunité. On ne reconstruit pas une société sur l'impunité. Mais en même temps, la justice traditionnelle, elle a une autre fonction. C'est de réconcilier. C'est de faire en sorte que les gens puissent enfin vivre en paix. C'est de faire en sorte, au fond, la justice traditionnelle, c'est la justice du plus jamais ça. C'est la justice qui fait que on ne peut plus commettre ces crimes, on ne devrait plus commettre ces crimes. Et pour que ces crimes ne soient plus commis, il faut que les communautés qui les ont commises puissent cohabiter. Et cette cohabitation, elle passe par quoi? Elle passe par l'amnistie. Elle passe par la réintégration. Elle passe, pardonnez-moi de galvauder un peu un terme aussi fort, par le pardon, par l'absolution, par la réintégration symbolique dans le corps des vivants, des êtres humains. Et on voit bien que répression et réintégration ne sont pas toujours compatibles. On voit bien parfois que c'est compliqué. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails très techniques, comment on peut rendre compatibles ces éléments-là, mais paradoxalement, la commission sud-africaine, qui est une commission injuste, qui ne condamne pas des gens qui mériteraient d'être condamnés, a peut-être fait plus pour la concorde sociale et la réconciliation qu'un tribunal condamne. Et ça nous renvoie à cette complexité du droit, je dirais cette complexité ontologique, cette contradiction ontologique du droit entre la condamnation pour faire justice ou la réconciliation pour faire société. Et ça, c'est... Alors évidemment, il n'y a pas une bonne solution, il n'y a pas une bonne et une mauvaise solution. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, au fond, aujourd'hui, la justice traditionnelle, elle a à statuer là-dessus. Elle a à se poser cette question. Jusqu'où aller dans les condamnations pour ne pas porter atteinte à la réconciliation, et jusqu'où aller dans la réconciliation pour ne pas porter atteinte aux droits des victimes qui doivent être protégés. C'est un vrai défi, et si vous le permettez, c'est sur ce défi que je conclurai en vous remerciant de votre attention. Bravo.